Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur une conférence organisée par l'association La Petite Utopie. C'est une conférence qui a eu lieu en Vendée et le sujet, c'était la permaculture et le design. Allez, c'est parti! Le programme de la soirée, il est affiché au tableau. La permaculture, c'est quoi? Peut-être vite fait un survol pour s'il y en a qui ne savent pas c'est quoi la permaculture, c'est toujours bon de faire un petit survol. Ensuite, on va évoquer le design. Ça va être, on va juste l'évoquer parce que pour bien parler du design, il faudrait avoir beaucoup plus de temps. Et ensuite, il y a la partie que je préfère, moi, c'est les questions-réponses. Donc j'espère qu'on aura pas mal de temps pour discuter ensemble, c'est ce que je préfère, moi. Donc voilà pour le programme. Ouais, plus fort? Je peux parler plus fort aussi si jamais il faut. On tente une évolution de micro. Là, vous m'entendez? Ouais. Ah. Ouais. Bravo. Bravo. Ça a l'air vraiment mieux. Ouais. Ah. Allez, à bloc. Là, on m'entend bien? Ok. Alors, la permaculture n'est pas une technique de jardinage. Souvent, on en arrive à la permaculture par le jardinage, mais ce n'est pas, j'allais dire, c'est pas du tout une technique de jardinage. Si, il y a quand même beaucoup de liens avec le jardinage, mais ce n'est pas qu'une technique de jardinage en tout cas. La permaculture, au tout début, c'était écrit de cette façon. En fait, c'est un mot valise. On a combiné deux mots pour en faire qu'un seul. Et en fait, permaculture, c'est la contraction de permanente agriculture. Et maintenant, on traduit ça plutôt par permanente culture, ce qui fait notre culture de l'humain, quoi. Donc vous allez voir, on ne va pas spécialement parler jardinage, même si on va quand même évoquer tout un tas de sujets qui tournent autour du jardin. Ce n'est pas la permaculture, ce n'est pas la culture sur but ou pailler son sol, c'est bien plus que ça. Il y a une définition que j'aime bien de Patrick Whitefield qui dit que la permaculture est une conspiration des plantes pour conquérir la planète. Donc déjà, je la trouve un petit peu rigolote cette définition et je la trouve également assez vraie parce que généralement les permaculteurs ont tendance à mettre des plantes partout. Et pour tout un tas de raisons différentes. Donc pour s'alimenter, effectivement, on a besoin de végétaux en fait. On s'alimente beaucoup avec des végétaux. Mais on peut également utiliser les plantes pour faire des constructions en bois. On s'en sert également pour se chauffer, si on veut se chauffer au bois. On s'en sert pour faire des vêtements, on s'en sert pour faire de la médecine. En gros, les végétaux, ça sert à énormément de choses. Et effectivement, quand on s'intéresse à la permaculture, on a tendance... Hein, il y a un problème technique vers là-bas. Tout va bien? Et du coup, quand on s'intéresse à la permaculture, quand on fait de la permaculture, on a tendance à mettre beaucoup de végétaux partout et pour tout. Donc le petit Robert, lui, nous dit que la permaculture est un mode d'aménagement écologique du territoire visant à concevoir des systèmes stables et autosuffisants. Donc on voit que déjà dans cette définition, il n'y a pas tellement de notion de jardinage. Hein. Et moi, j'aime bien dire que la permaculture, enfin pour moi, quand on me demande, c'est pas évident, hein, je ne sais pas si on vous a déjà demandé c'est quoi la permaculture, de répondre simplement sur ce qu'est la permaculture, c'est pas toujours évident. Moi, j'aime bien dire que c'est l'art de concevoir des systèmes stables et autosuffisants, que ce soit un jardin. Notre jardin, on va essayer de le faire le plus autosuffisant et le plus durable possible. Mais ça peut être une habitation, ça peut être une communauté, ça peut être tout en fait. On peut tout essayer de transformer en quelque chose de stable et autosuffisant. Et en gros, c'est un peu ça la permaculture, selon moi et selon le petit Robert. Une autre façon simple, qui me paraît assez simple pour décrire ce qu'est la permaculture, c'est son éthique. Quand on s'intéresse un petit peu à ce sujet-là, on va très souvent retomber sur l'éthique de la permaculture. Donc c'est une éthique en 3 points. Ces 3 points sont prendre soin des hommes. Donc prendre soin des hommes, c'est déjà commencer par prendre soin de soi. Une fois qu'on a... Ah oui, si on parle trop près, ça fait n'importe quoi. Une fois qu'on a bien pris soin de soi, on va pouvoir commencer à s'occuper de sa famille, de nos proches, de nos voisins, de la communauté. Et c'est également prendre soin de l'humanité dans sa globalité. Donc voilà, en gros c'est ça la permaculture. C'est également prendre soin de la terre. Donc prendre soin de la terre, ça peut être son petit lopin de terre qu'on a dans le jardin, mais c'est également prendre soin de la terre dans sa globalité, la planète. Et ensuite, il y a produire et partager équitablement les ressources. Ouais, c'est marqué comme ça. Dans cette notion-là, j'aime bien aussi l'idée de sobriété heureuse, un petit peu comme Pierre Rabhi raconte. Tout ce que je ne vais pas moi-même consommer, c'est aussi une façon de partager. Et après, on peut pas produire des légumes, partager avec son voisin, on peut produire de l'énergie avec une éolienne, partager avec ses voisins. Voilà. En gros, c'est un filtre éthique, prendre soin de l'homme, prendre soin de la terre, produire et partager équitablement. Et en gros, quand on fait une action, si on se dit, tiens, est-ce que là je suis en train de prendre soin de l'homme, prendre soin de la terre, est-ce que je suis en train de produire et partager équitablement? Si on se dit oui à toutes ces questions, en gros, on est en train de faire de la permaculture. On n'est pas forcément obligé de planter des carottes dans une butte pour faire de la permaculture.
Voilà, on peut être un mécano dans une communauté, par exemple. Il peut y avoir un maraîcher, un boulanger, un mécano. Le mécanicien, il peut ne pas avoir de jardin, mais il échange ses compétences en mécanique contre du pain et des légumes. Et il fait partie d'une communauté de permaculteurs, et donc il est permaculteur, sans forcément mettre la main à la terre. Ce n'est pas une obligation de jardiner. Donc parmi les nombreux volets qu'aborde la permaculture, il y a l'habitat. Donc l'habitat, c'est assez important. On a tous plus ou moins une habitation, si tout va bien. Et dans l'habitat, on va essayer de faire en sorte d'utiliser des matériaux locaux. C'est souvent des maisons les maisons faites avec des matériaux locaux sont souvent beaucoup plus saines. Là, la photo qu'on voit, c'est... J'ai déménagé depuis 1 an, hein, mais ma maison avant, c'était une maison en terre paille que j'avais construite avec mes petites mains, en creusant une mare, en fait, parce que les mares, c'est chouette aussi, ça attire la biodiversité, etc. En creusant une mare, j'ai utilisé la terre de la mare mélangée à de la paille pour faire ma maison, et ça faisait une maison qui était vraiment beaucoup plus saine que la plupart des maisons en béton. Parce que les maisons en béton, ça ne respire pas, c'est étanche. Si c'est mal isolé, ça moisit côté nord. Alors qu'une maison en terre, c'est quelque chose qui respire et qui est vraiment beaucoup plus sain. C'est plus écologique. J'aime bien aussi l'idée de ne pas laisser des poubelles derrière moi. C'est-à-dire que les maisons en béton, quand on va acheter des matériaux, bon, je ne vais pas citer de marque, mais quand on va acheter des matériaux dans des magasins de bricolage, en gros, ce qu'on ramène chez nous, c'est des poubelles. Parce que quand on va partir, les agglos, on ne peut rien en faire. Les isolations, une bonne partie des isolations, c'est des déchets. Les peintures, c'est des déchets. Voilà, on accumule tout un tas de déchets quand on fait des maisons avec les matériaux locaux qu'on a nous-mêmes ramenés du jardin. On ne produit pas de déchets. À la fin, on arrose l'ensemble, on balance des graines dessus et ça repousse par-dessus, quoi. Donc voilà, j'aime bien l'idée de faire quelque chose de sain, qui ne coûte pas cher non plus, et vraiment très peu onéreux. Moi, la totalité de la maison, une fois finie, enfin c'est jamais vraiment fini une maison, mais une fois presque finie, on avait 60 mètres carrés, la totalité de la maison nous avait coûté 3 000 €. Ouais, une maison à 3 000 €, c'est vraiment pas cher. Nous, on avait des amis qui avaient acheté une porte à 3 000 €, donc donc voilà, on a une vieille maison saine qui nous avait quasiment rien coûté, enfin rien, quelques petits trucs quand même, et qui était vraiment beaucoup plus écologique. Donc voilà, l'habitat, en général, en permaculture, on s'y intéresse beaucoup, voilà, pour tout un tas de raisons. Il y a l'énergie, c'est un sujet également très souvent évoqué en permaculture, l'énergie que l'on consomme, que l'on dépense ou que l'on produit. Parce que l'énergie, on n'est pas obligé de la consommer, de la dépenser, on peut aussi l'en produire, hein. Donc l'énergie, nous, on s'était amusé à faire une petite éolienne. On avait récupéré avec un ami à nous, peut-être que vous connaissez, il fait des vidéos aussi, il s'appelle Barnabé Chaillot. Si vous ne connaissez pas, il a une asso qui s'appelle l'Énergie Autrement. On s'était amusé à récupérer des vieilles canettes de boissons en aluminium, là, vous voyez ces canettes, des vieilles jantes abîmées qu'on avait fait fondre. En faisant fondre l'aluminium, on avait créé une éolienne, et cette éolienne produisait de l'énergie, quoi. Donc on peut récupérer des déchets qu'on voit partout tout le temps, en fait, hein, les canettes, on en voit vraiment dans beaucoup d'endroits. On peut les faire fondre et produire des éoliennes, pourquoi pas. Là, je m'étais amusé il n'y a pas très longtemps à faire une machine à vélo. L'idée, c'est que ma machine à laver était tombée complètement en panne. J'ai juste remplacé le moteur par un petit vélo et du coup, on passe un quart d'heure à pédaler, on a lavé notre linge sans avoir besoin d'être raccordé au nucléaire. Et après, voilà, il y a d'autres trucs qui sont tout simples aussi. Dans ma serre, j'ai installé un système de compostage. En gros, je mettais de la tonte et j'arrosais ça d'eau. Ça chauffait et en fait, on peut faire de la chaleur avec de l'herbe mouillée, quoi, en gros. Donc voilà, là, ces 3 petites photos représentent comment j'avais chauffé cet hiver ma serre. Une façon de produire de l'énergie et une façon de se passer d'électricité. Il y a aussi un volet qui est hyper important en permaculture, ce qu'on appelle la permaculture humaine. Dans l'idée de système stable, durable, autosuffisant, eh bien, il y a les relations humaines, les relations que l'on va avoir avec son voisinage qui peuvent être d'une immense importance. Quand on crée des associations, souvent au bout d'un moment, les assos rencontrent des problèmes humains parce que ce n'est pas toujours évident de collaborer tous ensemble en étant tout le temps heureux et que tout soit très facile. Il y a souvent des difficultés en fait. Et du coup, la permaculture humaine, c'est utiliser des outils qui nous permettent d'être plus efficaces ensemble. Dans le monde tel qu'on le connaît, souvent, ça fonctionne de façon pyramidale, avec des chefs en haut, des sous-chefs au milieu, et en dessous les autres, quoi. Je simplifie un petit peu. Et même dans le monde associatif, il y a souvent un président, trésorier, secrétaire, les adhérents, et ça marche souvent un peu de façon pyramidale. Donc nous, dans notre asso, on a choisi de fonctionner de façon horizontale. Il n'y a plus de président, trésorier, secrétaire, on est tous un CA, on a gardé le terme de CA, mais c'est le collectif d'action, et on est tous, en même temps je dis ça, on a déménagé, on n'est plus que 2, quoi. Donc, à 2, on est tous au manio, quoi.
Mais avant, on était beaucoup plus. Et donc voilà, c'est des systèmes de fonctionnement où on prend l'avis de chacun et le président, sa voix, elle n'a pas plus de valeur qu'une autre personne qui s'implique dans l'association. Et donc c'est des systèmes très intéressants. J'ai oublié les chiffres, Marie peut-être qu'elle connaît mieux que moi, mais les associations, je crois, je vais dire des chiffres à la louche, hein. En gros, dans les projets d'association, il n'y en a peut-être même pas 20% qui se créent réellement, et dans celles qui se créent réellement, il y en a peut-être, tu me dis si je dis des bêtises, il y en a peut-être moins de 10% qui tiennent plus de 5 ans, quoi. Généralement, c'est à cause du facteur humain que les associations ont du mal soit à se créer, soit à perdurer. C'est ce qu'on peut appeler le PFH, donc soit le putain de facteur humain ou le précieux facteur humain, c'est comme vous voulez. Alors là, on voit un grand champ labouré. Généralement, la personne qui fait ce jardin, il est peu probable qu'elle vienne vous dire que je fais de la permaculture. Enfin, tout est possible, mais généralement, c'est vraiment peu probable. On a des doutes. Pourquoi pas, après on peut faire confiance aux gens aussi. Mais... Et du coup, en général, quand on voit des terrains comme ça qui sont traités de cette façon année après année, on peut être certain qu'il y a forcément des engrais ou des pesticides qui sont utilisés. Ça peut être des engrais et des pesticides biologiques, mais il y a quand même forcément des engrais et des pesticides qui viennent pour que ça puisse pousser, en fait. Quand on fait ça à un sol, ben, en fait, on le fait mourir en permanence. On le rend faible, malade, et on tue la vie, on enlève la matière organique. Du coup, pour compenser ça, pour que ça pousse, il faut rajouter des engrais et il faut soigner les maladies, quoi. Donc en général, en permaculture, on ne fait pas ça du tout, en général. Ou alors si on le fait, c'est sur des toutes petites zones. On va faire des carottes sur un petit carré, on le fait, mais sur un endroit très très localisé, l'année d'après, on le fait ailleurs, quoi. Mais généralement, on ne le fait pas trop. En permaculture, il y a quelques techniques qui sont souvent utilisées. Il y a le jardin forêt comestible. En gros, un des principes de permaculture, c'est de limiter la nature, de regarder ce qu'on voit dans la nature et de s'inspirer de la nature, et essayer de limiter autant que possible. Et en gros, la nature, si on regarde comment elle fonctionne, à moins d'être au bord de la mer ou en haut d'une montagne toute sèche, c'est de la forêt qui arrive. On prend un terrain ici, on le laisse à côté, on ne fait rien du tout, 20 ans après, il y aura une forêt qui aura poussé spontanément. Donc si on ne veut pas que la forêt pousse spontanément, on va devoir arracher, couper ou faire des actions. Si on ne fait rien du tout, la forêt pousse. Donc l'idée du jardin forêt comestible, c'est d'utiliser cette force de la nature qui tend vers la forêt pour proposer des plantes comestibles, quoi. On plante des pommiers, sur ce pommier on fait grimper des vignes, au pied de ces vignes on met des framboisiers, au pied des framboisiers on met des fraisiers, et sur 1 mètre carré on a une récolte multi-étagée. Voilà, on imite les modèles naturels et on essaie de les rendre hyper productifs pour que nous on vive dans une espèce de jardin d'Éden, quoi, disons. Bon, je fais très court sur la forêt comestible. Il y a le paillage et le mulch. L'idée, c'est qu'en permaculture, comme on a vu sur l'image précédente, on essaye de ne pas avoir un sol labouré et pas un sol nu. La nature, elle passe son temps à couvrir le sol, en fait, hein. Donc le fait de pailler son sol, mettre de la matière organique sur notre sol, ça va éviter l'évaporation, ça va protéger la vie du sol, et on aura un sol qui va s'améliorer d'année en année. Bon, il y a un petit truc quand même qui est intéressant, c'est que souvent dans l'agriculture industrielle, les sols d'année en année se dégradent. On utilise environ 15 calories pour en produire 5. Et chaque année, on a de plus en plus de problèmes de pesticides, enfin pas de pesticides, de plus en plus de problèmes d'insectes, de nuisibles. On a de plus en plus de problèmes de sol qui s'appauvrit. Donc ça, c'est la vision de l'agriculture industrielle telle qu'on la connaît. Et en permaculture, on essaye d'avoir une vision un peu plus optimiste. Et on se dit que chaque année, notre terre, elle sera de mieux en mieux. Et c'est quand même vachement plus réjouissant de se dire, l'année prochaine, ça sera mieux. Les agriculteurs, souvent, se disent, l'année prochaine, ça sera peut-être encore plus dur. Donc il y a aussi un côté joyeux à faire de la permaculture parce qu'on sait qu'on va vers un monde où ça s'améliore et c'est quand même chouette. Il y a un truc que je trouve hyper intéressant également, sinon j'en parlerai pas peut-être, c'est la connaissance des plantes sauvages. Parfois on se casse la tête à arracher des plantes dont on ne connaît pas le nom, on les appelle mauvaises herbes, au moins c'est plus facile. Et en fait, si on s'intéresse un petit peu à ces plantes, on se rend compte que 80% des plantes qui poussent sur nos terres, elles sont comestibles. Elles sont toutes médicinales. Je ne connais pas une seule plante qui n'ait pas des vertus médicinales. Vous marquez n'importe quelle plante, vous faites des recherches, et vous allez trouver une liste de vertus pour chaque plante. Et voilà, 80% des plantes sont comestibles, elles ont toutes aussi un effet sur le sol. Si elles poussent à un endroit donné, c'est parce que la forêt, elle n'apparaît pas spontanément. Il faut passer par ce qu'on appelle les successions végétales. Et en gros, les plantes qui poussent spontanément sur un terrain, elles sont en train de faire un travail pour préparer la terre, pour permettre à une forêt de pousser.
Quand on a un sol trop compacté, on aura des plantes qui vont décompacter le sol. Quand on a un sol qui manque d'azote, on aura des plantes qui fixent l'azote. Et en fait, la nature, elle est bien faite. Et voilà, le simple fait de s'intéresser aux plantes sauvages, on se rend compte de ça. On arrête de les appeler mauvaises herbes, on leur donne un nom, c'est du chien-dent, c'est du rumex, c'est du chardon, c'est du je sais pas quoi. On lui donne un nom, on apprend à comprendre la plante, et une fois qu'on en est là, ben déjà on a moins envie de la tuer, de l'arracher, et de se battre avec et d'y mettre des poisons. Il y a la culture sur but. Alors la culture sur but, je l'ai surtout mis parce que on associe beaucoup la permaculture à la culture sur but. En fait, c'est pas du tout obligatoire de faire des buts pour faire de la permaculture. Bon, après, effectivement, dans certains cas, ça peut être hyper efficace. En gros, pour faire très très simple, une butte de culture, il y a plus de contact avec l'air. Du coup, on aura plus de vie aérobie. La vie aérobie, c'est la vie qui vit, oui, en contact avec l'air, contrairement à la vie anaérobie qui vit sans contact avec l'air. Et c'est cette vie aérobie qui va permettre de créer un humus et un sol fertile plus rapidement. Je fais vraiment simple. Donc une butte, effectivement, de culture, ça peut permettre de créer un sol fertile beaucoup plus rapidement qu'une zone à plat. Mais après, il y a tout un tas de défauts à la culture sur butte quand même. Faire ces semences, ça permet d'adapter les variétés à son terroir. C'est-à-dire que si on a un terrain sec, on adapte les variétés à la sécheresse. Des tomates, ça peut très bien résister à la sécheresse pourvu qu'on les adapte. Si on a un sol humide, on peut apprendre à nos légumes à résister aux maladies. Mais voilà, en gros, si on fait nous-mêmes nos semences, nos plantes vont s'adapter à notre terroir et à notre façon de jardiner. Et on va pouvoir se passer de tous ces traitements qui sont des poisons pour le sol et pour nous, pour la nature. Donc faire ces semences, ça me paraît hyper important. Et donc c'est une des raisons pour laquelle on a créé l'association La Graine Indocile, parce qu'on faisait reproduction de semences interdites et diffusion de semences interdites pendant les premières années de l'existence de l'association. Ensuite, il y a le non-agir. Le non-agir, c'est également quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il y a un japonais qui a beaucoup inspiré les fondateurs de la permaculture, qui s'appelle Masanobu Fukuoka, et qui nous propose d'observer un peu la nature, d'être un peu moins interventionniste. Souvent, quand on arrive sur un terrain, on sait déjà ce qu'on va labourer, on sait déjà les arbres qu'on va planter, on a déjà un plan dans nos têtes, alors qu'on n'a même pas pris le temps d'observer le terrain. Donc, et souvent, on se dit, comment je vais devoir arroser mes tomates, comment est-ce que je vais tailler mes tomates, on se pose ces questions de cette façon-là. Et lui, il nous invite à nous poser les questions un peu différemment, en se demandant plutôt comment ne pas avoir arrosé mes tomates, comment ne pas tailler mes tomates, comment ne pas labourer, comment ne pas traiter. Et en se posant les questions de cette façon-là, on en arrive à des réponses un peu différentes et on travaille un peu plus avec la nature que contre la nature. Alors le design, souvent quand j'en parle pour la première fois, beaucoup de personnes ont l'impression qu'on parle juste d'esthétique. Peut-être parce qu'on a eu l'habitude que les objets de design, c'est juste des objets un peu jolis qu'on met dans notre salon. Le design, c'est quelque chose de bien plus compliqué que ça. On pourrait traduire par conception, planification. Voilà, conception, planification. En gros, on va faire en sorte, là c'est un design qu'on avait réalisé lors d'un stage de permaculture. En gros, on va faire en sorte que tous les éléments, l'habitat, le potager, le verger, l'énergie, soient connectés ensemble. C'est ça le design, pour avoir un lieu qui soit le plus productif possible, un lieu qui soit le plus efficace possible. Souvent, on parle d'avoir un impact sur l'environnement le moins négatif possible. Ben là, on va essayer d'avoir un impact sur l'environnement le plus positif possible. On ne va pas essayer d'être neutre, on va essayer d'être positif. Moi, il y a aussi un terme que je n'utilise pas trop, c'est on parle souvent de maison passive. Là, notre maison, on va même faire en sorte qu'elle soit positive, encore mieux que passive, quoi. Donc voilà, en gros, le design, c'est l'art de créer des systèmes qui soient hyper efficaces, hyper productifs et hyper, pas passifs du tout, en fait, hyper efficaces et qui aident l'ensemble de l'environnement, non seulement notre lieu, mais qui aident également l'ensemble de l'humanité, de la planète. Donc il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que chaque design est unique et correspond aux habitants du lieu. Selon les gens qui vivent sur le lieu, on n'aura pas du tout le même design. Il n'y a pas une recette toute faite qu'il faut appliquer de partout. Ça va être vraiment une connexion entre les habitants ou les propriétaires du lieu avec le lieu. Donc, moi, il m'est arrivé d'aller visiter. Au début, je faisais ça, j'aidais des gens à lancer des jardins autonomes, à faire des petits designs. Quand j'allais rendre visite à des personnes, on me demandait ce que moi je ferais. Mais en fait, ce que moi je ferais si j'habitais là, c'est pas vraiment intéressant parce que c'est pas moi qui vis là. Donc l'idée du design, c'est pas faire ce que moi je ferais, c'est faire ce qui serait le plus adapté pour votre projet, pour vous, quoi. Parce qu'on a tous des compétences différentes, on a tous des envies différentes. Moi, je mettrais un poulailler là, mais peut-être que toi, tu es vegan, alors ça n'a aucun sens de mettre un poulailler. Enfin, voilà, quoi. Donc c'est vraiment une connexion entre un lieu, des habitants du lieu. En fait,
on n'est pas séparé du système, on est nous-mêmes intégrés dans ce système. Je fais un petit peu vite parce que c'est vrai que les formations qu'on fait sur le design, ça dure 15 jours. Là, je crois qu'on est à la salle pour 3 jours, mais... Du coup, j'ai pris quelques petits exemples. Donc, différents éléments qu'on peut être amené à envisager dans son lieu. En plus, là, je pars du principe que le design, c'est par rapport à un terrain. En réalité, le design, ça peut être un projet de vie. On peut designer son projet de vie, on peut designer un projet associatif, on peut designer un village, on peut designer un quartier, un hameau. Enfin, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut designer. On peut designer un projet de pays, si on veut. Donc, en gros, mais là, pour faire simple, on va partir du principe qu'on design un lieu, un terrain. On a tous ces éléments qu'on aimerait bien avoir sur notre jardin, un verger, un potager, une mare, un poulailler, un composteur, une ruche, une serre. Du coup, il y a plusieurs façons de savoir comment, ou d'essayer de trouver une réponse à où placer quel élément. Donc, on peut commencer par procéder par élimination. Donc, procéder par élimination, c'est par exemple mon verger. Je ne vais peut-être pas le mettre plein sud de mon terrain, parce que quand ça va pousser, ça va me faire de l'ombre à tout ce qui est derrière. Donc on se dit peut-être le verger, là je fais des exemples qui ne sont pas concrets, donc on se dit que le verger, on va peut-être pas le mettre plein sud. Le potager, moi je ne recommande pas de le mettre en galère au fond du jardin, quoi. J'en ai vu beaucoup des potagers qui sont vraiment en galère au fond du jardin. Généralement on n'y va pas l'hiver parce qu'il pleut, on n'a pas envie d'aller là-bas. On passe pas devant tous les jours, du coup quand on a une plante à soif ou quand il y a un coup de vent qui a couché une plante, on ne le voit même pas. Et on n'y pense pas. Si le potager il est vraiment proche de la cuisine, de là où on passe tous les jours, ça sera vraiment beaucoup plus efficace. Donc voilà, par élimination, on va essayer de faire en sorte que le potager ne soit pas l'endroit le plus reculé du jardin, quoi, parce que le potager, on a besoin, notamment pendant la récolte, d'y aller tous les jours, quoi. Voilà, la mare, si on a, je sais pas, la mare, si on a un voisin qui utilise des pesticides à gogo sur sa haie de cyprès, je dis n'importe quoi, peut-être que ça vaut le coup de ne pas mettre la mare collée à sa haie de cyprès, sinon vous allez avoir une mare empoisonnée, quoi. Le poulailler, ben pareil, si ce voisin, vous n'entendez pas bien avec lui, qu'il n'aime pas le chant du coq, vous n'allez peut-être pas lui mettre un coq qui chante sous sa fenêtre, à moins que vous ayez envie de rentrer en guerre, là c'est un autre délire, mais peut-être faire attention à ça. Le composteur, c'est pareil, le composteur, on essaye de ne pas le mettre en plein soleil, ça marche moins bien, et de ne pas le mettre non plus en galère au fond du jardin, sinon quand on a 3 épluchures à jeter, ben on a souvent la flemme d'y aller, quoi. Je fais des exemples un peu... pas forcément concret. Une ruche, si on a des enfants qui jouent au foot sur un terrain, on va peut-être pas mettre la ruche en plein milieu. Et une serre, admettons on a une jolie vue, et on va peut-être pas mettre une serre en plastique devant la jolie vue, quoi. Ça c'est procédé par élimination. On sait déjà partout où on ne veut pas mettre tel ou tel élément. Et après il y a une autre façon de faire que je trouve un peu plus sympathique, qui est procéder par connexion. Donc une fois qu'on a fait nos éliminations, on sait qu'on ne veut pas la ruche sur le stade de foot. Alors, procéder par connexion, c'est mon verger. Est-ce que, par exemple, mon verger peut se connecter à mon potager? Ben, en fait, oui, un verger connecté à un potager, ça peut être hyper performant parce que déjà, les soins qu'on va amener au potager, les arbres vont en profiter. Si les arbres sont placés légèrement au nord de ce potager, ça va couper des vents froids, ça va maintenir la chaleur. Il y a plein de légumes, selon où on habite, qui aiment bien pousser à mi-ombre. Donc, le verger et le potager, on peut très bien les connecter ensemble. Du coup, on se retrouve avec un verger potager. Et on va se demander, est-ce que ce verger potager, je peux le connecter à la mare? Est-ce qu'il y a un intérêt de le connecter à la mare? On se rend compte que oui, parce que quand on a une mare dans notre verger potager, eh ben, cette mare, ça va attirer des libellules. Les libellules, ça passe son temps à chasser des insectes, ça va manger les papillons, les pierrites du chou, enfin, je sais pas, des trucs comme ça, quoi. Donc une libellule, ça peut être hyper utile pour nous protéger de certains insectes. Une mare, ça peut être également très utile parce que la mare, elle va être... l'eau de la mare va être à température ambiante. Et du coup, quand on arrosera notre potager, si on l'arrose avec de l'eau à température ambiante, ça sera bien mieux pour les légumes que d'arroser avec de l'eau du puits qui est froide. En plus, l'eau de la mare va être enrichie en excréments de grenouilles ou que sais-je. Donc notre verger potager mare, on voit que ça marche bien ensemble, on peut se demander est-ce que ça peut être intéressant de le rapprocher du poulailler. Et en général, oui. C'est intéressant d'avoir un potager mare poulailler, quoi. Parce que les poules, elles vont manger les fruits abîmés, les poules, elles vont faire des engrais qui vont nourrir le potager ou le verger. Voilà, ça va très très bien ensemble. Une petite mare dans un poulailler, ça va attirer énormément d'insectes, et les poules se nourrissent beaucoup d'insectes. Donc on peut avoir moins besoin de nourrir les poules si on a une mare et un verger. Les poules, ça aime bien se mettre à l'ombre, etc. La poule, c'est un animal de forêt à la base, hein.
Donc notre verger potager mare poulailler, on voit très bien qu'on peut y mettre notre composteur, hein, parce que les produits du potager directement au composteur, les poules vont se nourrir des vers qui sont dans le compost. Si on met une ruche dans tout ce système-là, les ruches vont faire de la pollinisation. Et puis une serre à côté de ça, ça va être très bien parce que les petits légumes qu'on va mettre dans le potager, etc., sont déjà là, quoi. Donc en permaculture, on va plutôt faire en sorte de faire que tous les éléments se connectent au mieux possible. Souvent dans nos façons de faire, on a tendance à séparer les choses. C'est-à-dire qu'on se dit, là-bas je vais mettre mon verger, là-bas mon potager, là-bas ma serre, et on sépare tous les éléments. En permaculture, on va essayer de trouver tous les liens de connexion, et on va essayer de faire en sorte que tous ces éléments se connectent les uns aux autres. Et on se rend compte que c'est vraiment beaucoup plus efficace si on connecte tous les éléments les uns aux autres, plutôt que si on les sépare. Donc voilà, en gros c'est ça l'idée. On choisit des endroits où on ne veut absolument pas tel ou tel élément, on voit toutes les connexions qu'on peut faire, et grâce à ces réflexions que je vous dis rapidement maintenant, vous pouvez faire des designs. Donc là, j'ai toujours l'exemple de ma petite maison, c'était dans le Var, hein. Maintenant je suis en Corrèze, enfin on est en Corrèze, et avant on était dans le Var. Donc là c'est toujours la maison à 3 000 € en terre-paille. Donc cette maison en terre-paille, elle était entourée d'arbres. Ces arbres, donc, ils étaient pas tous fruitiers, parce qu'il y avait beaucoup de chênes, des trucs comme ça, mais sur ces chênes, j'avais fait grimper des vignes, des kiwis, des trucs comme ça, donc ces arbres, ils donnaient quand même des fruits. Les arbres autour de la maison isolaient ma maison, en fait, ils faisaient partie de mon isolation, parce que ça me coupait des vents froids. En été, ça me faisait la clim. Si on se balade en forêt, en été, il fait meilleur que dans un champ, parce qu'il fait plus frais dans la forêt. Et en hiver, si on se balade en forêt, il fait meilleur que dans un champ aussi, parce qu'il fait moins froid. En fait, une forêt, c'est une espèce de clim. Donc le fait d'avoir ma forêt comestible autour de la maison, ça me faisait en même temps avoir ma maison isolée, quoi. J'avais une serre qui était placée au sud de la maison. En hiver, souvent, le soleil est bas, vers le sud. Et le fait d'avoir une serre au sud faisait que le soleil qui tapait sur ma serre chauffait ma maison. J'avais une petite fenêtre que j'avais qu'à ouvrir l'après-midi, et la serre chauffait la maison en hiver. Les murs en terre-paille, ce qui est bien, c'est que ça fait aussi masse thermique. Ça se charge de chaleur et ça rediffuse la chaleur. Et inversement, quand la nuit, ma serre ne chauffait pas, moi je chauffais un petit peu la maison, et la chaleur de la maison allait dans la serre. Donc ces éléments connectés fonctionnaient vraiment hyper bien avec une forêt autour. Il y avait la phytoépuration. Donc la phytoépuration, c'est un système hyper performant pour nettoyer nos eaux grises. C'est-à-dire que quand on prend une douche, quand on se lave les mains, quand on fait la vaisselle, on a tout un tas d'eau. Je crois qu'en France, la moyenne, c'est plus de 100 litres par habitant, par personne, d'eau qui partent tous les jours dans les systèmes d'épuration. Souvent, les systèmes d'épuration ne sont pas vraiment efficaces, ce qui fait que les rivières sont plutôt polluées, ce qui fait que ça va à la mer et que les mers sont aussi polluées, il n'y a pas que ça. Du coup, en fait, on prend de l'eau qui est une richesse, quelque chose qu'on s'est donné du mal pour la rendre potable, pour la faire arriver jusqu'à nos maisons. C'est cette eau-là, on la salit et on en fait un nouveau déchet. L'idée de la phytoépuration, c'est que cette eau qui est une richesse, on peut s'en servir, mais après, on la filtre grâce à des plantes et on peut s'en resservir au potager, quoi. C'est hyper efficace et du coup, c'est souvent lié avec les toilettes sèches. Là, je ne l'ai pas marqué. Mais j'aime bien l'exemple des toilettes sèches. C'est quelque chose de hyper efficace, les toilettes sèches. Ah, je grésille. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit qu'il y a-t-il un avenir pour une société qui s'obstine à chier dans l'eau potable. Voilà. On est très très peu sur Terre à le faire et on continue à le faire, on se donne un mal fou pour avoir de l'eau potable, on fait nos excréments dedans et on renvoie ça et on pollue les rivières et voilà, les toilettes sèches, ça permet au lieu d'avoir ce problème-là, de créer du compost pour nos arbres fruitiers par exemple. Donc voilà, là on voit que ce système de petite maison, il était hyper connecté avec tout le jardin. En fait pour moi, je ne séparais pas ma maison de l'ensemble du jardin. Et même cet ensemble maison-jardin, je ne le séparais pas de ma vie en fait. On était comme un espèce de système complet. Ah oui. Et là, donc ça c'était printemps-été. Donc la diapo d'avant, c'était l'hiver. Donc l'arbre qui était devant n'avait pas de feuilles, la serre chauffait et chauffait la maison. Mais en été, le soleil est plus haut, l'arbre avait des feuilles. Et du coup, ma serre ne chauffait pas. Donc c'était pas un problème non plus que la serre ne chauffait pas du tout en été. Donc quand on fait un design, on essaie aussi de prendre conscience de la notion de temps. Espace-temps dans les saisons, ce qu'on appelle les patterns, ça revient tout le temps, automne, hiver, printemps, été, ça revient en permanence. Et aussi dans le temps, c'est une façon de préparer sa retraite. Moi je sais que là en ce moment, cet hiver, j'ai planté à peu près 300 arbres fruitiers. Là je pense que je vais en replanter encore autant.
Ils ne vont pas produire de suite, mais quand j'aurai 70 ans, j'aurai qu'à ramasser les pommes de partout, quoi. Donc c'est aussi une façon, dans le temps, dans les saisons, mais aussi pour le futur, planter des arbres, à mon avis, c'est quelque chose d'hyper important parce que peut-être qu'à 80 ans, j'aurais pas envie d'aller travailler la terre, je préférerais ramasser des pommes dans les arbres. Ou envoyer mes enfants ramasser les pommes dans les arbres. Encore une petite notion quelques petites notions de design que j'aime bien. Avant toute chose, il faut apprendre à observer et à voir les ressources. Du coup, sur un terrain, avant d'agir, c'est peut-être important d'aller voir quelles sont les plantes sauvages qui y poussent. Car, comme on a vu tout à l'heure, la plupart des plantes sauvages sont comestibles, 80%. Donc, à la limite, c'est plus intéressant d'apprendre à connaître les plantes toxiques. Il n'y en a pas tant que ça. Et puis après, le reste, c'est comestible. Il y a le côté de plantes bio-indicatrices qui est hyper important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les plantes qui poussent sur un terrain, elles n'y poussent pas par hasard. Et le fait de connaître ce qu'on appelle le côté bio-indicateur des plantes permet de comprendre ce qu'est notre sol. Telle plante poussera sur tel sol. Et on peut savoir si notre sol est acide, calcaire, compacté, décompacté, manque d'azote, excès d'azote, etc. Juste en connaissant les plantes. Il y a des très bons bouquins d'un monsieur qui s'appelle Gérard Dussert qui a fait 3 encyclopédies des plantes bio-indicatrices. Donc voilà, dans l'observation, il y a le vent. Le vent, on peut voir ça comme une nuisance, mais ça peut être aussi une possibilité de création d'énergie. On place une éolienne dans un vent régulier, on a de l'énergie. Les toitures, on sait que c'est de la possibilité pour capter l'eau de pluie. Donc une surface de toiture égale un captage d'eau de pluie. Le soleil, ça sert à faire pousser des légumes, à faire, pourquoi pas, de l'énergie. Les zones d'ombre aussi, c'est des ressources. Parce qu'il y a des plantes qui poussent mieux à l'ombre, quoi. Et en général, en permaculture, ou même pas en permaculture, on parle de 1 an d'observation. Parce que quand on observe un lieu pendant 1 an, on va passer l'hiver, le printemps, l'été et l'automne même. Et du coup, les plantes ne sont pas les mêmes selon les saisons. Les poches de froid, les zones humides, les zones sèches, le soleil, tout ça change. Et du coup, c'est assez intéressant de passer 1 an à observer son terrain avant de trop agir. On peut faire des petits trucs, on peut faire un petit potager. Mais si dès les premiers mois on fait un immense potager et qu'on se rend compte au bout de 6 mois qu'on s'est gouré, ben on a bossé pour pas grand chose, quoi. Et on va également essayer d'observer ou de comprendre les habitants du lieu. Alors si c'est nous, on peut s'analyser, si c'est quelqu'un d'autre, on peut les analyser aussi. Le design sera totalement différent selon la disponibilité des habitants du lieu, quoi. Quelqu'un qui bosse à l'étranger 6 mois par an ne va pas faire du tout le même design que quelqu'un qui est sur son terrain 24 heures sur 24. Les compétences, une personne qui n'a pas de compétences en jardinage, elle ne fera peut-être pas de suite le même jardin que quelqu'un qui a plein de connaissances sur le jardinage. Si quelqu'un n'a aucune compétence sur sur la construction en terre-paille, peut-être qu'elle ne va pas se lancer direct à construire un château en terre-paille. Il faut commencer par faire des toilettes sèches ou un truc comme ça, quoi. Donc on prend en compte également la disponibilité des habitants du lieu et leurs compétences. Les finances, quelqu'un qui a beaucoup d'argent n'aura pas forcément le même projet que quelqu'un qui n'en a pas du tout. Et capacité physique, etc. Et dans la capacité physique, il faut prendre en compte, quand on fait un design, qu'elles vont changer avec le temps, nos capacités physiques. Donc créer un jardin en se disant qu'on est en pleine forme, si on veut y vivre longtemps, peut-être qu'il faut envisager le fait qu'à un moment donné, on sera un peu plus fatigué. Donc voilà, en gros, faire un design, c'est analyser ça, voir les ressources qui sont sur un terrain, voir comment on peut les utiliser pour combler nos besoins, analyser nous-mêmes nos ressources et voir comment on peut utiliser ces ressources pour combler nos besoins et les besoins du système. Et une fois que tous ces besoins sont comblés, on a un lieu qui est stable, durable, autonome, écolo, etc. Je simplifie un petit peu parce que c'est une conférence. Mais moi, quand j'envisage un design, j'ai souvent des priorités. Chaque personne qui fait des designs a souvent ses priorités. Moi, j'ai celle-là, en plus de nourrir les habitants, etc. C'est la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est primordial. On dit souvent que l'eau, c'est la vie, mais je vais en parler. Et favoriser la biodiversité, moi, j'essaie à chaque fois que je fais une action ou quand je crée un élément sur mon lieu, j'essaie de me demander, même quand je fais rien, en fait, juste quand je sors dans mon jardin, je regarde mon jardin et je me dis, bon, la biodiversité, est-ce qu'elle va bien? Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour que ça aille encore mieux, quoi? Et du coup, tiens, je vais faire un tas de cailloux dans un coin, ça sera encore mieux pour la biodiversité parce qu'ils pourront s'abriter là, quoi. Tiens, je vais planter un arbre là-bas, quoi. Donc j'essaie à chaque fois de me poser ces questions-là. Comment est-ce que je peux améliorer ma gestion de l'eau et comment est-ce que je peux favoriser la biodiversité? Ça, c'est mes priorités de design et je vais vite fait les détailler. Donc là, on a une maison avec une tuile cassée peut-être, on ne sait pas.
qui se trouve sur un terrain en pente. Donc là, en regardant ce terrain-là, on peut assez facilement comprendre que quand il va pleuvoir, on voit mon doigt là, quand il va pleuvoir là-bas, là-haut, l'eau va ruisseler et va aller taper sur la maison, ça va peut-être créer des problèmes d'infiltration ou de moisissure dans la maison. L'eau qui tombe sur le toit, elle n'est pas récupérée apparemment. Et l'eau qui tombe de ce côté-là, elle va filer par là-bas, elle va embarquer l'humus, elle va embarquer les nutriments, elle ne va pas pouvoir s'infiltrer dans le sol et ça va être un sol qui va s'éroder de ce côté-là. Ça va être une maison peut-être qui va moisir dans l'angle ici et l'eau ne reste pas, quoi. C'est-à-dire que dès que l'eau sera tombée, elle sera partie, ça va sécher très rapidement. Donc quand on analyse ça, on peut se dire tiens, pour la gestion de l'eau, j'ai un exemple, mais en fait c'est juste un exemple. On peut juste faire ça. Juste faire ça comme du boulot. Avec Paint, c'est facile. Mais... Là, hop, ici même, on a ce qu'on appelle des baissières. C'est-à-dire qu'on va faire un creux sur courbe de niveau. Ce qui fait que l'eau, quand elle va tomber là, qu'elle va vouloir s'échapper du terrain, elle va être coincée dans ce creux et elle va devoir s'infiltrer sur le terrain. Donc on va en faire une là, et ça va créer, même sans avoir à jardiner après, des zones hyper riches en vie. Parce que l'eau, quand elle se pénètre dans un lieu, ça fait des zones bien plus riches que dans les lieux secs. Et en plus, tout l'humus, toute la matière organique, toute la fertilité, elle ne va pas s'échapper chez votre voisin que vous n'aimez pas parce qu'il y a le coq, je sais pas quoi. Après, sur la maison, on a mis des récupérateurs d'eau de pluie. C'est pas mal parce qu'il y a des périodes où il pleut et quand il pleut pas, on a besoin d'arroser parfois. Et le fait de stocker l'eau, en fait, ça permet d'arroser quand il pleut pas. Et de ce côté-là, on a terrassé, ce qui fait que l'eau, quand elle tombe, elle ne va pas foncer vers la maison, elle va pénétrer dans le sol. Et par un savant effet de vase communicant, quand il pleut, que cette cuve se remplit, ça va remplir une mare aussi plus haut. Ce qui fait qu'on pourra arroser le jardin avec la mare qui est plus haut simplement par la gravité. Et cette partie du jardin, on pourra aussi l'arroser simplement par la gravité. Donc voilà, juste, on avait tout à l'heure un problème de maison qui prenait l'eau d'un côté, qui ne gardait pas l'eau, qui perdait sa fertilité. Avec un design et des amis qui viennent nous aider, on peut créer un lieu qui sera fertile et efficace. Et pour la biodiversité, on peut créer ce qu'on appelle les corridors écologiques, ou couloirs écologiques, enfin, plus comme vous voulez. L'idée, c'est que si on habite, admettons que notre terrain soit au milieu de cette zone, on va essayer de faire en sorte que les animaux de la forêt là-haut puissent rejoindre la petite forêt d'en bas. En gros, si on a une forêt à droite de notre jardin, une forêt à gauche de notre jardin et que nous, on a une immense prairie, l'écureuil, il aura du mal à traverser notre immense prairie pour aller dans la forêt d'à côté. Donc, on va peut-être faire une ligne d'arbres pour que les animaux puissent circuler sur notre terrain. Si on a des problèmes de sangliers, admettons. Il y a des sangliers ici? Des biches? Ouais, tout ça, parfait. On se dit, ok, je vais clôturer mon jardin. Non aux sangliers, non aux biches. Déjà, eux, ça les embête parce qu'ils ne peuvent plus traverser d'une forêt à l'autre, si c'est le cas. Alors qu'on peut juste, par exemple, clôturer son potager. On clôture juste son potager, les sangliers peuvent toujours circuler, les biches peuvent toujours circuler, et du coup, on aura un lieu qui sera favorable à la biodiversité. Si on clôture la totalité de notre terrain, on a un lieu qui embête un peu la biodiversité. C'est comme quand on fait passer une autoroute dans une forêt, ça embête un peu la biodiversité. Donc voilà, essayez de faire en sorte que la vie puisse circuler sur notre lieu autant que possible. Donc c'est tout un tas de réflexions à avoir, des lignes d'arbres, et puis d'autres trucs qui sont en contradiction, c'est que parfois il y a des graines qui se déplacent avec le vent. Donc on peut aussi analyser ce phénomène, les sols par exemple. Beaucoup de sols balancent des graines et qui s'envolent avec le vent. Si notre haie d'arbres est en plein milieu, ça va bloquer ce corridor-là, quoi. Donc en gros, il y a tout un tas de corridors, et on va essayer de faire en sorte que sur notre terrain, ce soit quelque chose qui circule bien. De pas être que notre terrain, que notre lieu ne soit pas un bloc qui empêche les énergies de circuler. Notre lieu, on va l'envisager avec ce qui l'entoure. On n'est pas un îlot isolé, on est connecté avec tout ce qui nous entoure et on va essayer de favoriser toutes ces connexions pour que ça circule. Et si tout le monde fait ça, la vie elle pourra se balader sur nos terrains, les graines vont se balader et tout le monde sera content. Et il y a également créer des niches écologiques. Il y a une phrase qui dit que si on crée une niche écologique, ou une niche juste, quelqu'un viendra l'habiter. Si on fait un tas de pierres, on peut être sûr qu'il va y avoir des bestioles qui vont venir se cacher dans ce tas de pierres. Si on fait une mare, on peut être sûr qu'il va y avoir des bestioles, des libellules, des grenouilles qui vont venir habiter cette mare. Si on fait un tas de bois, c'est certain, il y aura quelqu'un qui va venir habiter ce tas de bois. Donc voilà, on va essayer de multiplier au maximum
les niches écologiques pour que non seulement notre lieu soit un lieu où la vie puisse circuler, mais aussi que la vie puisse s'y installer. On fait ça, on fait la gestion de l'eau, on essaye d'avoir de l'eau au maximum, parce que l'eau c'est la vie également. À chaque fois qu'on aura de l'eau sur notre terrain, ça sera plus de vie. On fait en sorte que tous nos éléments soient connectés les uns avec les autres. Et là, déjà, c'est beaucoup de boulot, mais c'est ça l'idée. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'un design, c'est quelque chose qui n'est jamais terminé. On a beau avoir bossé 20 ans sur un design où on pense que le projet est au top, en fait, on peut continuer à observer et se rendre compte qu'il y a toujours des choses à améliorer, quoi. Et je trouve ça chouette de savoir qu'on peut toujours s'améliorer. Je vais finir avec, avant les questions-réponses, parce que comme je l'ai dit, moi j'aime bien les questions-réponses. J'ai l'impression de faire un monologue, je ne sais même pas si vous m'écoutez. Ah. Parce que moi j'écoute pas. Alors, il y a tout un tas de principes en permaculture, j'en ai noté 5. 5 que j'aime bien sûrement. Donc il y a capter et conserver l'énergie. Donc on l'a vu avec l'eau, on capte de l'eau, on essaye de la conserver. Ça marche aussi avec le soleil, ça marche aussi avec quoi? Ça pourrait marcher avec le vent aussi, on essaye de capter l'énergie du vent. On peut la stocker dans des batteries, ou mieux que les batteries, c'est remonter de l'eau. Je suis en train, je ne l'ai pas encore fait parce que ça fait qu'1 an que je suis sur mon terrain, je suis en train de créer un système avec des panneaux solaires et avec une petite éolienne, avec tout un tas de systèmes pour capter l'énergie. Et au lieu de la mettre dans une batterie, les batteries c'est vraiment un problème. C'est des métaux, enfin des matériaux rares, il y a tout un tas de problèmes de déchets avec les batteries. Ce qu'on peut faire, au lieu de la stocker dans des batteries, notre énergie, c'est qu'on la met dans une réserve d'eau en hauteur. C'est-à-dire qu'on a du soleil, on fait tourner une petite pompe qui envoie l'eau dans une réserve en hauteur. Quand il y a du vent, on fait monter l'eau dans la même réserve en hauteur, comme un petit château d'eau, disons. Et quand on a besoin d'énergie, on ouvre notre château d'eau, l'eau, elle descend, elle fait tourner une turbine, on a de l'électricité quand on veut. Donc, un moyen de faire une batterie écologique, c'est de créer un petit château d'eau en hauteur. Et quand il y a du soleil, l'eau, elle remonte. Quand il y a du vent, il y a des pompes qui marchent avec le vent, quoi. Et du coup, quand il y a du vent, ou quand il y a du soleil, ou quand on a de l'énergie, l'eau, elle monte. Et quand on a besoin d'énergie, on ouvre la vanne et l'eau, elle redescend et on produit de l'énergie. Donc voilà, c'est une petite parenthèse comme ça. Voilà, conserver, capter et conserver l'énergie. Ça marche aussi avec le compost, hein. Souvent, je ne sais plus les chiffres non plus, mais je crois que en France, 60% des Français balancent ce qu'ils appellent les ordures ménagères, ou le compost, quoi, partent dans les ordures ménagères. Garder son compost, le mettre au jardin, c'est vraiment hyper simple et c'est de l'énergie qu'on a stockée, qu'on a mis dans notre jardin, qu'on a capté et stocké. Deuxième principe que j'ai noté, c'est utiliser et valoriser les ressources et services renouvelables. Donc autant que possible, on va essayer de se débarrasser de ce qui est pétrole, nucléaire, c'est ça le pire, hein, ouais, voilà. Et on va essayer de passer sur des énergies qui soient renouvelables. Voilà. Au lieu de faire marcher une centrale nucléaire pour laver son linge, mais on peut se laver son linge à la main, donc on n'a peut-être pas tous envie, on peut avoir des panneaux solaires, on peut avoir tout un tas de trucs comme ça, quoi. Donc autant que possible, on va essayer de se débarrasser de tout ce qui n'est pas renouvelable. Ne produire aucun déchet. Donc on va essayer de produire aucun déchet. Donc déjà ça commence dans ce qu'on achète. C'est vrai que c'est pas évident, parce que quand on achète des trucs, on va essayer de pas trop acheter. Et quand on achète des trucs, on va essayer de pas trop acheter des trucs avec des tonnes de plastique. Et même dans notre action, enfin même dans le jardinage, on se rend compte qu'il y a je sais plus combien de tonnes de ce qu'on appelle les déchets verts qui partent en déchetterie. Tout ce qu'on va tailler, ça va être de la richesse qu'on peut garder dans notre jardin. C'est pas un déchet en fait. Tout les tailles de haies, tout ça, c'est pas un déchet, même si ça s'appelle déchet vert. Donc voilà, on va essayer de réfléchir et faire en sorte de ne produire aucun déchet. La nature ne produit pas de déchets en fait. Les ressources, ce qu'on appelle les déchets d'un élément va être la ressource d'un autre élément, quoi. Mon surplus de compost de fientes de poule va aller au potager. Utiliser des solutions à petite échelle et avancer avec patience. C'est souvent une erreur, même moi au début, quand j'ai commencé, on veut faire beaucoup de choses, quoi. On veut à la fois faire les éoliennes, la maison, le potager, vendre des légumes, accueillir du monde, je sais plus ce qu'on veut tout faire, quoi. Et on s'épuise et finalement, ça marche moyen. Donc, un des principes de permaculture, c'est de commencer doucement, quoi. Faire un petit potager. Et si ça marche, on l'agrandira. Peut-être faire une petite truc pour l'énergie, mais pas essayer de se lancer sur tout à la fois, sinon parfois on s'épuise et ça avance pas forcément très bien. Donc voilà, vraiment, ne pas hésiter à faire des petites actions, avancer très petit,
Le potager, s'il est petit dans un coin dans le jardin, on va pouvoir s'en occuper facilement. Si tout est dispersé, en période de sécheresse, il faut arroser tout le jardin, on va galérer. Enfin, voilà. Donc c'est un principe que j'aime beaucoup. Et c'était aussi l'idée de notre association quand on s'est appelé la graine indocile. C'est aussi l'idée que dans une toute petite graine, il y a le potentiel pour créer des forêts immenses, quoi. Donc juste une petite action. Ou la goutte d'eau du colibri également. Vous connaissez? Ouais, vous la connaissez. Et en dernier truc que j'ai noté, c'est ça, utiliser le changement et y réagir de manière créative. Par exemple, là, en ce moment, moi, dans la plupart des terrains, d'ailleurs, c'est en train de chauffer, c'est en train de devenir de plus en plus sec. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Ah bah, du coup, on peut commencer à planter des... Je sais que ça se fait beaucoup vers Montpellier. Il y a un gars qui a arrêté de faire il faisait de la noix. Maintenant, il fait de la noix de cajou, quoi. Donc, c'est une façon de se dire, tiens, la planète, elle est en train de chauffer. Est-ce que ce ne serait pas judicieux de faire des plantes qui avant poussaient un peu plus dans des endroits chauds et secs? Donc ça, c'est une façon d'utiliser le changement, d'y réagir de façon créative. Peut-être qu'il va falloir bientôt planter des dattiers ici, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, le changement, on va essayer d'en prendre compte et de l'utiliser, quoi. Peut-être qu'on va passer aux questions-réponses. Ouais, ça fait 50 minutes que je papote. Ouais, on va passer aux questions-réponses si cela vous va.